Winston Churchill disait « Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge ». Et oui, se transformer constamment, c'est, et encore plus aujourd'hui, absolument stratégique. Mais alors, où se joue le changement dans l'entreprise ? Quelles sont les clés du succès ? Et si l'on écoutait ceux qui mènent sur le terrain des missions de transition, de transformation, et qui ont résolu des problématiques complexes, multidimensionnelles, qui sans doute ne vous seront pas étrangères. Dans ce podcast, donnons la parole à des binômes managers de transition et associés d'XPM. Nous découvrirons avec eux comment ils ont abordé une situation délicate à transformer, ce qu'ils ont mis en place, ce qui a fonctionné ou pas, ce qu'ils en ont appris. Des réflexions, des idées concrètes pour inspirer et faire gagner du temps à vous, ces dirigeants qui avaient mis la transformation au cœur de la stratégie de leur entreprise. Allez, tentons d'approcher ensemble d'un peu plus près notre Saint Graal, le fameux point de bascule d'une transformation réussie. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Point de bascule, le podcast proposé par XPM. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Dubosquet, directeur associé d'XPM, expert IT, digital et cybersécurité. Bonjour Michel. Bonjour Florence. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours en quelques phrases ? Écoute, très brièvement, moi j'ai fait toute ma carrière dans ce qu'on appelait encore l'informatique et qu'aujourd'hui on appelle un petit peu le digital. J'ai été directeur des opérations informatiques dans des grands groupes plutôt américains, puis directeur informatique. J'ai fait du conseil auprès de dirigeants aussi en France au travers d'une société qui s'appelle Gartner. Et donc depuis quelque temps, je fais donc du management de transition et j'aide les entreprises à trouver des ressources rares dont elles ont besoin souvent pour mener leur transformation. Voilà. Ou gérer des risques, des problématiques comme celle par exemple des cyberattaques. Absolument, les anticiper ou réparer malheureusement quand le risque est devenu une crise. Alors justement, aujourd'hui avec toi, on va évoquer ce sujet qui est malheureusement d'actualité, le risque de cyberattaque pour les entreprises. J'ai trouvé un petit chiffre comme point de départ. Selon IBM, il y a 62% des organisations mondiales qui ne peuvent pas affirmer qu'elles sont équipées pour faire face à une cyberattaque. Alors c'était un chiffre de 2021. Donc j'en déduis qu'il n'y en a que 38% qui sont équipés pour faire face à une cyberattaque. C'est un point de départ. Ouais, ce sont des chiffres qui sont intéressants. Alors bon, un peu comme toutes les statistiques, elles valent ce qu'elles valent. Je pense qu'effectivement, il y a un très grand nombre d'entreprises qui ne sont pas préparées à une cyberattaque et qui en sont conscientes. Et puis, pour l'avoir vécu, on en parlera peut-être un petit peu après, celles qui pensent être préparées, certainement ont rassemblé des moyens un peu supplémentaires, mais néanmoins ne sont pas complètement à l'abri d'une attaque non plus. En réalité, je pense que 100% des entreprises aujourd'hui sont à la merci de cyberattaqueurs qui, en tout cas, se donneraient les moyens de pénétrer l'entreprise, absolument. Alors, il paraît d'ailleurs que depuis le début de la crise sanitaire, les cybermenaces, elles ont explosé de 400%, donc c'est juste énorme comme explosion. D'après toi, ce risque aujourd'hui peut toucher toutes les entreprises ? Il y a des risques réels pour toutes les typologies d'entreprises ? Oui, il y a des risques absolument pour tout type d'entreprise. Alors, ce qu'il faut comprendre à la base, ce sont les motivations des attaquants. Et on va dire qu'il y a 3 motivations principales et qui, au fil de l'actualité, d'ailleurs, varient. On va parler de sabotage, des entreprises qui sont pénétrées dans leur système simplement pour leur nuire en sabotant. Voilà. Il y a aussi des risques d'espionnage. Ça existe encore, on en parle peu. C'est ce qui est probablement le moins connu, mais l'espionnage industriel, ça existe encore. Et puis, il y a le rançonnage, il y a la motivation financière. Donc, quand on ajoute tout ça, toutes les entreprises sont à risque de une ou plusieurs de ces menaces. Et on voit bien en ce moment avec l'actualité qu'effectivement le risque de sabotage, et en particulier pour des entreprises, alors des services publics, les services de l'État, et des entreprises qui sont liées à la défense ou en tout cas qui sont dans la sphère publique, sont particulièrement visées. Voilà. Donc le sabotage, je pense en ce moment, prend vraiment de l'ampleur. Et intuitivement, on va souvent penser que c'est les grosses entreprises qui sont les plus visées, mais pas tant que ça en fait. C'est faux ? Non, alors pas tant que ça. Alors si on parle de sabotage, on peut penser que c'est relativement vrai parce qu'on va essayer de saboter une entreprise qui a vraiment une forte activité militaire, industrielle, de défense, voilà, ce genre de choses.
Par contre, la motivation financière, elle concerne toutes les entreprises. Et pour un groupe de hackers, il est aujourd'hui beaucoup plus facile d'attaquer une petite entreprise mal protégée et de demander une petite rançon, mais qu'on va multiplier par un grand nombre d'entreprises. Donc aujourd'hui, toute entreprise susceptible de payer finalement une rançon est sous la menace d'une cyberattaque, absolument. En fait, le hacker, c'est un entrepreneur aussi. Il essaie de scaler son modèle, là, quelque part. En fait, il y a différentes stratégies de hacker. Alors c'est une très bonne remarque, Florence. La cyberattaque est devenue un business. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé de l'époque où c'était, on va dire, des geeks au fond d'un garage qui, pour se faire plaisir, démontraient qu'ils arrivaient à pénétrer la Banque de France ou la NASA, juste pour la gloire. En fait, maintenant, un véritable business de start-upers qui, entre eux, se sous-traitent des tâches très spécialisées, avec donc des moyens très importants pour attaquer des entreprises à des fins financières. Donc, absolument, aujourd'hui, la cyberattaque, en tout cas la malveillance cyber, est devenue un véritable business avec des visées économiques. Tout à fait. Ça s'est professionnalisé. Du fait, on se donne les moyens aussi. Et il y a un risque du fait qui est d'autant plus accru pour les entreprises, j'imagine. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'argent à la clé. Hein. C'est un business qui est difficile à chiffrer, mais qui certainement aujourd'hui se monte déjà à plusieurs milliards d'euros ou de dollars par an pour les gens qui en vivent. Absolument. Alors, de manière, on va profiter un petit peu de tes retours d'expérience et de ta connaissance du terrain. Selon toi, c'est quoi les principaux points de vigilance à avoir en tête quand on est dirigeant pour essayer de tenter d'éviter une cyberattaque? Alors, tenter de l'éviter, c'est compliqué. Hein. Moi, je dirais, c'est plutôt prendre conscience que un jour, on va être victime d'une cyberattaque. Voilà. Ça change tout déjà dans la posture, je trouve, hein. Ça change On la absolument, connaît pas. absolument. Ça change tout dans la posture. Alors, je vais essayer de faire une réponse relativement simple, mais le monde a changé. Hein. Ça, on vient déjà un peu d'en parler en disant aujourd'hui, les cyberattaqueurs, ils ont une vraie motivation qui n'est pas simplement la gloire et ils sont très bien organisés. Donc, les entreprises ont en face d'elles des structures très très organisées, très performantes. Bon, le système d'information de l'entreprise a beaucoup évolué. Hein. Dans le temps où il y a, on va dire encore 10 ans, on pouvait essayer de bunkériser son système. Hein. On surveillait les sorties vers Internet, on surveillait tout ce qui était finalement des portes de sortie de l'entreprise et on dressait des murs autour de l'entreprise. Bon, aujourd'hui, le cloud est passé par là. Beaucoup d'applications, beaucoup de données de l'entreprise se trouvent à l'extérieur de l'entreprise, hébergées finalement chez des parties tierces. Donc l'entreprise est devenue complètement poreuse. Donc la stratégie de bunkérisation, on peut l'oublier. Elle ne fonctionne pas du tout. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, simplement, c'est avoir beaucoup de vigilance et beaucoup de surveillance. Alors Alors, sur quoi, par exemple? Ouais, alors le quel point point de vigilance? d'entrée, il n'a pas beaucoup évolué finalement. Tu sais, à la base, le point d'entrée, c'est toujours l'utilisateur et le poste de travail. Voilà, Mais le point pareil, d'entrée. j'ai un chiffre par rapport à ça. Il y a 94% des cyberattaques qui proviennent d'un mail. Oui, alors effectivement, parce que globalement, les réseaux dans les entreprises sont pas mal surveillés, parce qu'il y a quand même des antivirus sur les postes de travail. Alors en général, tout ça fonctionne plutôt pas mal, et que la porte d'entrée, le point faible, c'est l'humain. Hein, toujours, c'est l'humain. C'est l'humain qui va ouvrir un email dans lequel a été inséré un fichier joint, une pièce jointe, dans laquelle on a mis ce qu'on appelle un malware aujourd'hui, qui est quelque chose d'un peu plus sophistiqué qu'un simple virus. Et puis en l'ouvrant, en fait, hop, ça y est, il est entré dans l'entreprise et puis il va se propager. Alors il y a différentes techniques. Alors bien sûr, les entreprises, elles mettent en place souvent des programmes d'éducation, du phishing. Il y a des campagnes, il y a des tests régulièrement où on piège des utilisateurs en disant ah oups, voilà, vous avez cliqué, vous n'auriez pas dû, etc. Mais enfin, dans les entreprises, même de taille moyenne, on voit bien que c'est humain à un moment donné de croire que l'on connaît la personne qui a envoyé cet email et on ouvre la pièce. Hein. Donc aujourd'hui, on peut absolument pas dire que on peut se protéger complètement d'une cyberattaque. Le point, Mhm. vraiment, c'est de se dire quand nous serons cyberattaqués un jour, alors sommes-nous équipés pour une réponse? Voilà, le Mhm. véritable sujet, il est là, et ça, c'est un sujet d'entreprise et de gouvernance d'entreprise. Ouais. Alors, les points de vigilance, comme tu le disais, c'est le fait que les points d'entrée principaux, c'est l'utilisateur, c'est le PC. Donc, il faut peut-être se poser des questions du genre, est-ce que les antivirus sont à jour? Est-ce que mes utilisateurs ont bien été formés, comme tu disais tout à l'heure, au risque? Alors, tu me parlais comme point de vigilance aussi, est-ce qu'il y a des vigies? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est intéressant, même cette sémantique que tu utilises.
Oui, bah, on voit bien qu'une cyberattaque aujourd'hui est quelque chose qui est complètement automatisé, hein. Donc oui, des antivirus, il vaut mieux en avoir, ça c'est sûr que ça protège, on va dire, en tout cas des virus qui sont connus, hein. Bon, petite parenthèse, un antivirus ne connaît que ce qu'il connaît. Donc un cyberattaqueur qui va développer spécifiquement un malware ou un virus totalement nouveau pour une entreprise Ça particulière, passera entre il les n'est pas mailles du référencé par filet. l'antivirus, hein. Donc Mhm. qui explique que quand la personne clique, eh ben, le virus il se propage. Bon. Donc éduquer les utilisateurs, tout ça, ce sont, on va dire, des basiques qu'il faut mettre en œuvre. Voilà. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Donc la question qui se pose, c'est une fois que le virus il est entré, l'entreprise s'en aperçoit après combien de temps? Voilà. Mhm. Moi, j'ai vu des études qui sont pas si datées, hein, qui datent de 2 ou 3 ans, où un virus entré dans l'entreprise peut y rester éventuellement plusieurs années avant que l'entreprise même ne s'aperçoive que le virus est là. Donc ça, souvent, ce sont des virus d'espionnage, à fin d'espionnage. D'accord. Et ça, on s'en aperçoit. Ils veulent pas se faire, ils se font discrets. Ils sont discrets. En moyenne, disons que si on est plutôt sur du rançonnage, hein, donc une motivation financière, le virus va circuler dans l'entreprise, dans le système d'information, pendant plusieurs semaines. Et en fait, l'entreprise ne va s'en apercevoir que quand l'attaquant va décider de se manifester. Donc, essentiellement, ça veut dire va crypter les données ou les programmes et rendre inutilisable le système d'information. Et là, réclamer une rançon. Mhm. Donc, ce qui veut dire que des entreprises, non seulement sont attaquées, mais quand elles sont attaquées, ne le savent pas. Ouais, Bien qu'elles aient des systèmes de détection, d'intrusion de c'est réseau ou gênant. d'antivirus. Absolument. Ouais. Donc, moi, j'encourage absolument tout le monde à réfléchir un peu à ça et à mettre en place des systèmes de détection. Hein. Alors, c'est un peu technique, on appelle ça un SOC, hein, c'est un Security Operating Center, qui sont des choses totalement automatisées et qui analysent des activités suspectes, car un virus, simplement sur un poste de travail, va déclencher une activité suspecte du poste de travail, tout d'un coup. D'accord. Il va se mettre à faire des choses et mettre des manipulations ou des tentatives d'accès à des serveurs ou des choses comme ça qu'il ne fait pas d'habitude. Voilà. Ça encore faut-il avoir un moyen de le détecter, surtout quand on est dans une entreprise qui a des milliers de postes de travail et d'utilisateurs. Donc il faut investir dans des systèmes automatisés de détection et de réaction quand l'attaque se déclenche. Et plus on réagit vite, moins évidemment la propagation n'a le temps d'arriver. Mhm. Quand on réagit des heures ou des jours après, il est probable que la propagation est déjà importante dans le système d'information. Et toujours sur ce sujet de l'anticipation, on a pas mal parlé d'assurance risque cyber, c'est ça? Oui. Est-ce Alors que est-ce ça, que ça peut être une alternative? alors c'est absolument pas une alternative à la prévention ou même à la réparation du problème, hein. Par contre, c'est éventuellement une assurance financière pour payer la rançon. Ouais. Donc ça existe, hein, car on n'en parle pas beaucoup, mais finalement, je pense un nombre important d'entreprises qui sont complètement désemparées et qui sont au bord de la faillite parce que leur système ne fonctionne plus, sont prêtes à payer une rançon de quelques millions pour avoir la clé, entre guillemets, pour libérer le système d'information. Donc de plus en plus d'assureurs proposent des assurances aujourd'hui cyberattaques, donc qui permettent de payer la rançon et peut-être d'être remboursés en tout cas en partie, voire qui couvrent une perte du chiffre d'affaires si l'activité business métier est impactée. Alors évidemment ces assurances elles sont pas données, hein. J'imagine. Imagine le risque. Par contre c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas tabou et que beaucoup de comités de direction et de direction générale regardent. Et ça, c'est un peu nouveau, hein, ce que tu disais, c'est une démarche un peu nouvelle. Oui, C'était plutôt tabou avant. c'est une démarche qui date de quelques années, mais qui s'accélère un peu au même rythme que s'accélèrent les cyberattaques sur les entreprises et que les médias surtout en parlent, hein. Mmh. Toujours, pour terminer sur l'idée de l'anticipation, est-ce que tu aurais un conseil un petit peu opérationnel? Travailler des scénarios? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être sur cette, partie de l'anticipation? Alors moi déjà, le premier conseil que je donnerais, parce que j'ai vu beaucoup ça dans les entreprises, elles tardent à évoluer, quand on parle de cybersécurité, c'est de séparer l'aspect gouvernance de l'aspect opération. Alors ça, c'est une clé de réflexion hyper intéressante ça. Ah, voilà, ça c'est intéressant parce que très souvent, quand on confie un peu la gouvernance de la cybersécurité aux mêmes personnes qui en assurent les opérations, elles ont tendance à se réassurer elles-mêmes, c'est-à-dire à considérer que les moyens en place sont suffisants, à considérer que les compétences sont là, et que finalement, c'est pas nécessaire d'aller un petit peu inquiéter ou secouer un peu un comité de direction.
C'est dur de s'auto-challenger, hein, c'est pas évident, hein. Oui, c'est dur de s'auto-challenger et puis, souvent, il y a aussi une réticence à aller réclamer à un comité de direction des budgets qui sont conséquents, hein, finalement, des moyens technologiques qui sont difficiles à expliquer, parce que là, on est vraiment dans de la techno qui est très pointue et très souvent, en tout cas, quand la cybersécurité est placée, sous le DSI, qui plus est quand le DSI n'appartient pas au comité exécutif de l'entreprise, bah, très souvent l'évaluation du risque, est largement sous-évaluée. Voilà et c'est là où on découvre malheureusement le problème quand il arrive. Donc il y a 2 angles à voir sur le sujet, l'angle opérationnel et puis un angle de gouvernance, c'est ça? Ouais, absolument. Enfin, Et moi et j'ai en une général oui? vas-y, non, je t'en prie, vas-y. Non, non, complètement. Tu allais Non, illustrer d'un exemple. non, enfin voilà, moi j'ai une expérience dans une entreprise, récemment dont je ne dirai pas le nom parce que ces sujets-là sont un peu confidentiels, Bien sûr. où, le comité exécutif et le responsable de la sécurité, informatique, considéraient qu'étant donné la taille de l'entreprise et l'activité de l'entreprise, une cyberattaque à fin financière était, improbable et que le coût pour s'en prémunir, était démesuré par rapport au niveau de risque. Voilà. Et moi, j'étais dans l'entreprise et bah, quelques mois après, j'y étais encore et ben, la cyberattaque a eu lieu. Voilà. Et Donc un pour DSI qui a un petit peu trop confiance peut être, et enfin ça peut être, faut bah, pas trop avoir la confiance. ouais, on croit toujours que ça arrive aux autres, des Ouais, entreprises plus importantes, qui ont plus d'argent, qui peuvent payer une rançon, mais en réalité, ces gens-là, les cyberattaqueurs, aussi ont en critère la faiblesse de défense de l'entreprise, et encore une fois, préfèrent attaquer un plus grand nombre d'entreprises moins protégées, moins préparées, que de s'attaquer à des forteresses qui sont, bien équipées. Voilà. mmh. Et donc ta recommandation, c'est vraiment de séparer la gouvernance, donc qu'il y a une approche long terme, une analyse plus à froid de la partie opérationnelle, qui elle, sinon, va souvent avoir le réflexe de ramener à des questions de moyens ou de capacités qui finalement sont pas forcément les meilleures clés pour résoudre le problème, c'est ça? Oui, absolument. Je pense que c'est en tout cas en termes de direction d'entreprise, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. Et je pense qu'un comité exécutif, un comité de direction d'entreprise, devrait 2 ou 3 fois par an, se réunir uniquement sur ce sujet, hein, pas simplement glisser, 15 minutes ou 30 minutes à un Mmh. agenda ordinaire au responsable de la sécurité ou au DSI, mais devrait 1 ou 2 fois par an, 3 fois par an, y passer, 2 heures, 3 heures et véritablement se poser la question, sommes-nous préparés, à réagir et donc à gérer une crise lors d'une cyberattaque? Tu avais une réflexion aussi très intéressante sur l'idée préconçue que l'entreprise réelle a un double numérique. Alors c'est assez complexe comme approche, mais je trouve que ça peut vraiment apporter une clé, un angle de vue sur le sujet qui est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous l'expliciter? Oui, donc ça aussi, c'est l'évolution un peu du système d'information. On va dire historiquement, hein, l'informatique, c'est quoi? C'est l'automatisation, l'intégration des processus métiers. Donc il y a une activité dans l'entreprise qui est réelle, avec des personnes, avec des machines, avec des produits, et qui se reflète dans le système d'information. Voilà. Et donc globalement, c'est l'activité réelle de la vie vraie qui impacte le système d'information. Bon. Et puis sont arrivées des technologies comme Internet, on en a parlé, mais aussi l'Internet des objets, par exemple, hein, qui aujourd'hui permettent de piloter en automatique des machines. Il y a des robots, alors enfin dans toutes sortes d'entreprises. Hein. Et ce que les entreprises réalisent un petit peu moins, c'est qu'aujourd'hui, le système d'information, le virtuel, en réalité, peut prendre la main sur le réel et Ça peut se déclencher des retourner en actions dans fait. le réel. C'est l'inverse. C'est le chemin opposé. Donc les gens qui gèrent par exemple des centrales nucléaires ou des pipelines de pétrole ont bien compris ça. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui entre dans leur système d'information, bah, il peut déclencher des ouvertures de vannes, il peut déclencher des arrêts de réacteurs. Alors évidemment, ils ont mis des tas de sécurité pour que ça n'arrive pas, mais ils comprennent bien On espère, on espère. que le flux va dans les deux sens. Donc une Ouais. cyberattaque aujourd'hui peut aussi avoir un impact sur l'activité réelle et physique de l'entreprise. Donc le risque est vraiment démultiplié. En fait, l'idée, c'est pas seulement de protéger la salle des serveurs en fait. C'est Non, vraiment de penser que le risque, il peut arriver de l'intérieur de l'ordinateur lui-même en fait. oui, il peut absolument, absolument. Dans une banque, une cyberattaque peut déclencher des virements intempestifs financiers d'une banque à l'autre. Voilà. Alors encore une fois, hein, je pense qu'il y a dans les logiciels des sécurités pour pallier ce genre Bien de sûr. choses. Pas En non tout plus cas, il y a une porte ouverte, comme tu dis, des flux qui peuvent aller dans les deux sens. Et donc, il faut être absolument. conscient, en fait. Absolument. Aujourd'hui, c'est pas juste le système informatique va s'arrêter. C'est non seulement il va s'arrêter et donc il va finir par arrêter l'entreprise, mais entre deux, il va aussi faire des actions à l'entreprise qu'elle ne souhaite pas. Mm, mm.
Et en quoi les cyberattaques, parce qu'actuellement, quand on allume la télé, on entend parler quasiment que de cyberattaques. En quoi est-ce qu'elles sont différentes, celles qui sont perpétrées par la Russie par rapport aux cyberattaques classiques, entre guillemets? Oh bah, les attaques de la Russie, c'est clairement du sabotage, hein. C'est un sabotage, c'est pour tuer. Un sabotage, c'est fait pour détruire et ne pas pouvoir être réparé. Voilà. Alors ceci dit, je pense qu'on est tous dans l'Occident en train de faire la même chose au système d'information en Russie, hein. Oui, oui. C'est pareil, ouais, dans le monde réel, on envoie des missiles et des obus. On comprend bien que quand on a tué quelqu'un, on l'a tué. Quand on a détruit un bâtiment, on l'a détruit. C'est quelque chose qui est irréversible. Dans la cyberattaque, c'est pareil. Quand on attaque dans le système d'information ou dans les réseaux, c'est pour détruire définitivement quelque chose. Ouais, là, il n'y a pas d'objectif financier derrière, comme tu disais. C'est Non, pas. ni de réparation, ni de quoi que ce soit. C'est vraiment pour faire mal, et mal définitivement, oui. Mm. Alors, on parle de crise. Après l'anticipation, je te propose, on va se plonger dans la crise. Je suis dirigeant. Je viens d'apprendre que mon entreprise est victime d'une cyberattaque. Bon, d'abord, je vais respirer un grand coup, je pense, parce qu'à mon avis, je vais avoir une belle montée d'adrénaline sur le moment. Quelles sont les premières actions que tu me conseillerais de mettre en place et à quoi est-ce qu'il faut se préparer? Alors, finalement, c'est une gestion de crise, hein, ce que tu racontes. Alors, effectivement, tu vas respirer un bon coup, ou alors tu vas même arrêter de respirer, tellement tu C'est te vrai. demandes comment tu vas sortir de cette situation. C'est vraiment une gestion de crise, hein. Donc, en gestion de crise, bon, déjà, il faut un pilote dans l'avion. Ça, c'est très important. Et c'est là où, en général, le DSI se révèle. Hein. On peut faire des parallèles très audacieux avec le président ukrainien en ce moment, mais qui eût dit que cet homme est récemment élu et probablement peu crédible allait devenir un véritable chef de guerre. Bon. C'est souvent le moment où un chef de guerre se révèle dans l'organisation. Ça peut être le DSI, ça peut être un N-1, ça peut être quelqu'un dans le comité de direction, mais en tout cas, c'est un chef de guerre. Voilà, ça c'est certain. Le chef de guerre, il doit faire plusieurs choses. D'abord, il doit s'assurer qu'il va très vite trouver l'origine du problème. Car souvent, quand ça arrive, on est perdu. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui arrive. Quand un missile arrive dans un immeuble, on voit le dégât immédiat, on voit la trajectoire, on sait d'où ça vient. Quand tout d'un coup on se réveille et que le système d'information ne fonctionne plus, d'abord, on ne comprend pas. On pense qu'on a fait soi-même une bêtise en interne. On a poussé un changement dans le système d'information, dans les applications, qui a provoqué cet état. Bon. Et puis assez vite, les experts constatent que non, c'est pas possible. Donc déjà, il va y avoir un problème de compétence. Voilà. Et moi, ma position est assez claire là-dessus. Je pense que 8 ou 9 fois sur 10, clairement, l'entreprise qui n'a jamais vécu ça n'a pas les compétences en interne pour déjà comprendre l'origine du problème, et on n'en est pas à comment on va réparer le problème. On va juste essayer de le cerner. C'est tellement particulier comme situation que c'est... Absolument. Donc le chef de guerre prend la main, 1. 2, il réunit des compétences, il faut très vite aller les chercher à l'extérieur, chez des gens qui sont spécialistes de ça, qui doivent très vite arriver, et très vite c'est dans les heures qui suivent, c'est pas les jours ou les semaines, pour aider à poser un diagnostic, à comprendre un petit peu l'origine, et commencer à établir un petit peu des plans de remédiation, de résolution. Voilà. Donc un manager de transition, ça peut être pertinent dans ce cas de figure? En tout cas, quand on n'a pas le chef de guerre en interne, il ne faut pas tergiverser très longtemps. Il faut très vite aller le chercher. Et quand tu as des demandes, tu es capable de trouver comme ça en quelques heures la bonne personne pour intervenir? Il y a cette réactivité est possible? Alors oui, la réactivité est possible. Nous, on a en vivier ce genre de gens. Après, encore faut-il qu'ils soient disponibles à ce moment-là. Bien sûr. Mais en tout cas, je pense que la réaction la plus rapide, la plus efficace, c'est le management de transition, ça, sans aucun doute. Quelqu'un qui a une expérience opérationnelle de ça et qui l'a déjà vécu, surtout. Voilà, ça, c'est très important. Ouais, c'est l'expérience qui est clé. Absolument. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que vont être les étapes suivantes, etc. Le troisième point qui est très important, c'est de comprendre, c'est la communication, au final. Même si au départ, en général, quand on est dans ce genre de situation, on a tendance un peu à mettre le responsable de la com en dehors du truc en disant, écoute, franchement, la com, là, c'est pas le moment, on est vraiment, nous, dans des problèmes de la vraie vie, la com, on verra après. Néanmoins, il faut quand même très vite comprendre si le problème est visible de l'extérieur. Parce que si l'impact est tel que les gens à l'extérieur de l'entreprise ne peuvent plus, par exemple, échanger des mails ou accéder à des sites web ou de e-commerce ou des choses comme ça, alors très vite, il va falloir ce qu'on raconte à l'extérieur. Ça va se savoir. Ouais, ça va se savoir. Ça, c'est un problème de direction générale.
On dit la vérité, on dit pas toute la vérité, on temporise pas, on fait des points de crise. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? En sachant qu'en général, au début, on n'a aucune idée de combien de temps ça va durer et est-ce qu'il sera possible de réparer. Hein. Donc, on communique sur des bases qui sont très très incertaines. En tout cas, il va falloir le faire. Et puis après, il va falloir communiquer aussi à l'intérieur avec les collaborateurs de l'entreprise, ceux qui ne peuvent plus travailler non plus, parce qu'en général, sans informatique, assez vite, on fait pas grand-chose. Et il va falloir que le message en interne et en externe soit cohérent. C'est-à-dire que si on dit à l'extérieur de l'entreprise, c'est pas très grave, on a un petit problème technique avec la messagerie et rien de Ça va plus, passer. et que les gens, eux, en interne, qui au final vont certainement en parler à leurs voisins, à leur famille, et peut-être aussi être en contact avec les médias, et qui comprennent bien que tout est à l'arrêt, il va y avoir une dissonance. Hein. Donc, mine de Comme tu rien, disais, l'entreprise n'est pas étanche, n'est jamais étanche. absolument, l'entreprise n'est jamais étanche. Donc, gérer aussi la communication et la cohérence de la communication entre l'interne et l'externe va être très très important. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment un chef de guerre, un chef de bataille pour remettre tout ça en ordre, parce qu'au final, il va falloir s'intéresser à trouver de l'expertise, il va falloir mettre en place des plans de résolution, il va falloir donner de l'information à la direction générale à fréquence régulière, mais qui soit assez fiable, et s'assurer que la communication fonctionne. Et donc, ce chef de guerre, on l'appelle comme on veut, il peut venir de l'intérieur ou effectivement du management de transition, il doit assurer un binôme absolument sans couture avec la direction générale. Et donc, la confiance doit être là. Et ça, c'est le mot aussi très important. La confiance doit être là. Et la confiance, même si elle s'instaure au départ, sous-entend quand même que, disons, après 2 ou 3 jours, il doit y avoir des premiers résultats. D'accord. Et ça doit être compliqué parce que c'est quand même une confiance en plus sur un sujet très très technique. Donc quand on est le dirigeant de la boîte, on n'est pas forcément expert en cybersécurité. Donc et comme tu le dis, en même temps, même l'expert lui-même est lui-même en train de découvrir l'état et la situation et pas forcément encore les solutions. Donc il y a un vrai sujet de confiance, voilà, c'est sur lequel il faut jouer le jeu dès le départ en fait. Oui, tout à fait. Et on rejoint un petit peu ce que tu appelais les jumeaux numériques, c'est-à-dire que tout d'un coup, le virtuel de l'entreprise a pris complètement la main sur toute l'entreprise. En tout cas, pendant quelques jours, ce chef de guerre, qui en général est le DSI quand même, quand il est bien câblé et bien calibré, quelque part va être un petit peu le directeur général de toute l'entreprise. Et c'est au directeur général, le vrai, celui-là, de se mettre à disposition du DSI pour savoir comment il peut aider à la résolution de la crise. Tu vois que là, il faut que la confiance soit présente. Et alors concrètement, le directeur général, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc à part être un binôme avec le manager de transition, c'était intéressant, tu me disais, il faut surtout qu'il n'amplifie pas le problème. Oui, c'est-à-dire que d'abord, il va falloir effectivement qu'il mette son ego un peu dans sa poche. Parce que je te dis encore une fois, pendant en tout cas quelques jours, peut-être même quelques semaines, le véritable patron de l'entreprise, ça va être celui qui tient les rênes de l'entreprise virtuelle, pas celui qui tient les rênes de l'entreprise réelle. Donc il va falloir qu'il mette un petit peu son ego et qu'il se mette au service de ce patron du virtuel, en lui donnant les moyens, sur les problèmes. en lui donnant les moyens, en levant la pression de tous ceux qui, parce qu'il y a beaucoup dans ces situations de gens qui pensent que leur problème est plus important que celui du voisin, et donc essaient de faire changer les priorités, de mettre au-dessus de la pile ce qui les intéresse, etc., etc. Donc le DG, il va falloir aussi qu'il déblaye un peu le terrain et qu'il laisse travailler les équipes techniques, qui sont déjà vraiment sous l'eau, donc il ne faut pas en rajouter. S'il est mal préparé et qu'il n'avait pas mis en place ce que j'ai appelé tout à l'heure un SOC, eh ben, je crois que malheureusement, très vite, il va devoir sortir le carnet de chèques, et dans des proportions importantes, et bypasser tous les processus de l'entreprise, hein, ceux qui font qu'un investissement à 1 million ou 10 millions ou 100 millions, ça passe par des comités d'investissement et ça prend des mois et des mois à décider. Là, il va falloir qu'il décide dans quelques heures ou quelques jours. Et qu'ensuite, il a expliqué ça effectivement à ses actionnaires, à son board. Donc lui aussi sait très bien que le DG, il est en train de jouer sa place. Voilà. C'est qu'à l'arrivée, tout le monde comprend bien qu'indépendamment de l'entreprise, tout le monde est en train de jouer sa place dans l'entreprise à l'issue de la crise. Ce qu'il a de mieux à faire, en fait, c'est de créer les conditions idéales pour permettre à la task force qui est sur le front de réussir à gagner la bataille, quoi. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Alors il y a du bon dans des crises comme ça. Là, on parle de crise, mais dans des bons, il y a des gens qui se révèlent, il y a des gens qui étaient un peu dans les tuyaux, qu'on voyait pas trop dans l'organisation, qui tout d'un coup lèvent la main, ont des idées, sont volontaires à faire des tas de choses.
On voit des gens qui travaillaient pas bien ensemble, qui se rapprochent. Enfin, moi, j'ai vu dans ces situations de crise de très belles choses, hein. Comme on voit dans la vraie vie aujourd'hui à la télé, hein, des situations qui rapprochent les gens, qui les rendent plus humains, plus empathiques, etc. Et puis encore une fois, il faut mettre son ego dans sa poche, hein. Moi, quand j'ai vécu ça la dernière fois, je suis allé chercher des pizzas pour l'équipe. J'ai vidé des poubelles dans les toilettes qui débordaient parce que c'est important, des gens qui ont bossé jour et nuit, qui puissent le faire dans des conditions d'hygiène et puis en pouvant dormir, manger, etc. Et quand il y a personne le week-end parce que les femmes de ménage sont pas là ou les hommes de ménage, hein, c'est pas sexiste. Voilà, c'est le DSI qui tout d'un coup n'a plus rien à faire parce que c'est trop technique pour lui, il va nettoyer les toilettes. Voilà, parce C'est qu'ils la seront... logistique au service des guerriers, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'à bout d'un moment, les toutes petites choses de la vie quotidienne deviennent Sont aussi importantes importantes. que les grandes choses. Donc, au final, c'est une aventure humaine, hein. Voilà, on essaie d'y trouver des points un petit peu positifs. Alors, tu avais une phrase quand on a évoqué ce sujet-là qui était hyper intéressante, je trouve. Tu disais, la panique face à la situation de cette crise, elle dure plusieurs jours. Commencer à réparer, ça prend plusieurs semaines et la reconstruction à l'identique peut prendre plusieurs mois avec en plus des effets de bord. Donc, il faut être prêt en plus à quelque chose c'est un marathon. Enfin, ça va pas se jouer en quelques heures. On l'espérerait tous, j'imagine, mais faut déjà se préparer à ça aussi, non? Oui, il faut se préparer à ça. Alors bon, il y a le scénario du pire, hein, c'est que très vite, on voit bien que de toute façon, on est mort, hein. C'est-à-dire qu'il y a aucune solution, aucun point de reprise. Voilà. Et puis, il y a les scénarios quand même souvent plus positifs, où on va payer la rançon, et puis ils vont nous libérer, ou on va pas la payer, mais effectivement, il va falloir reconstruire. Donc je te disais, en quelques jours, il faut de toute façon au moins avoir identifié le problème, l'impact, et avoir un plan d'action, ça c'est sûr. Et ça prend rarement moins que quelques jours. Ensuite, pour remettre en service l'essentiel, oui, ça prend quelques semaines, hein. Alors quelques semaines, c'est 3, 4, 6, voilà. Et donc c'est un marathon, il faut que les équipes arrivent à tenir la distance. Et puis pendant quelques mois, on va découvrir des effets de bord, hein. C'est l'utilisateur qui tout d'un coup découvre que le fichier Excel dans lequel il avait toutes les données du budget de sa BU, Oups. voilà, il n'a pas pensé à vérifier. Et puis on arrive au moment des budgets, et puis le fichier il a disparu il y a plusieurs mois, hein. Donc là, est-ce qu'on a une sauvegarde, pas de sauvegarde? Est-ce qu'il faut qu'il reconstruise tout à la main? Ça, il est ravi, hein, quand ça arrive. Et ça, pendant des mois, J'imagine. on découvre encore des effets comme ça, bien sûr. Alors, tu sais que sur ce podcast, on essaie vraiment aussi d'identifier ce fameux point de bascule, celui qui permet de savoir qu'on est sorti, transformé, sorti du problème. Quand on manage ce type de crise de cybersécurité, pour toi, concrètement, à quel moment est-ce qu'on perçoit qu'on a passé ce point de bascule, qu'on est sorti d'affaires? En sortie d'affaires, ça c'est compliqué. On passe un point Allez, de je suis un peu bascule. optimiste, t'as raison, je suis un peu optimiste. Ouais, le premier point de bascule, c'est quand on trouve l'origine du problème. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver le poste de travail, l'utilisateur, la pièce jointe par lequel le malware est entré. Alors pourquoi je dis ça? Ça veut dire que parce que là, on a une date et une heure, et on sait que le système d'information et les données du système d'information, avant cette date et cette heure, étaient globalement propres. Ah, on a un référentiel, on a une référence, ouais, je comprends, dans le Donc temps. ça c'est le point de reprise. Donc on sait qu'au pire, on va tout effacer le système d'information, et donc on va aussi effacer le malware, et on va le reconstruire à une certaine date avec la certitude que le malware ne sera pas là. Et on n'a pas tout perdu. Voilà. Donc bon, la pilule, c'est un peu pilule à double face, hein. D'un côté, on se dit oh là là, si le truc était là depuis 2 ou 3 semaines, on perd 2 ou 3 semaines quand même C'est d'informations. vrai. Il va falloir reconstituer, mais on n'est pas mort. Voilà. Donc ça, c'est un premier point de bascule. Le deuxième, c'est quand on connaît le nom du virus et de l'organisation qui a attaqué. Parce que là, on découvre aussi leur stratégie, leur mode de fonctionnement, la nature en Quel est général leur du problème. objectif? Voilà. Et Qu'est-ce on qu'ils peut se mettre attendent? en contact avec des entreprises gouvernementales ou avec des entreprises spécialisées qui peuvent, eux, déjà avoir eu ce genre de problème et donner un coup de main. Donc là, on augmente les ressources, les compétences. Ce que tu disais, quand on gère ce genre de crise, on se retrouve aussi en relation avec la police, par exemple, Oui, avec... Parce que ça fait partie aussi de leur mission, c'est ça? absolument. C'est une attaque, entre guillemets, terroriste, hein. Donc le ministère de l'Intérieur a une cellule en France, hein, qui s'appelle, alors, je sais plus, moi je l'avais vécu à l'étranger. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, oui, il faut absolument prendre contact immédiatement avec les autorités. Et puis sont intéressés aussi les antivirus, hein. C'est-à-dire que si ce truc est passé, c'est qu'il n'est pas référencé dans les antivirus. Donc un peu comme un vrai virus dans la vraie vie, encore une fois. On envoie un échantillon dans les laboratoires, on l'analyse, on le dissèque, on regarde comment il fonctionne, on développe un antivirus.
et puis on le met à disposition. Il référence en fait tous les virus qui attaquent pour essayer de trouver des solutions à chaque fois. Et on met à disposition des McAfee, des Norton, etc., qui ensuite propagent sur la planète entière une nouvelle liste d'antivirus qui contient le nouveau médicament. Voilà. Et on a contribué à ça. Eh bien, c'est une sacrée aventure, une sacrée crise. Je pense que déjà, avec tous les éléments que tu nous as partagés, là, on a à la fois des moyens pour essayer de l'anticiper, même si on a bien compris en échangeant avec toi que il fallait presque être fataliste sur le fait que ça allait nous arriver à un moment. Et à la limite, c'est aussi cette prise de conscience qui permet aussi de l'anticiper. Il y a différentes possibilités pour ça. Et puis, je pense que ce qui était intéressant aussi que tu nous as partagé, c'est vraiment aussi la posture du dirigeant dans cette situation et puis un petit peu les sujets sur lesquels se concentrer en priorité pour avoir le champ le plus parfait pour pouvoir ensuite agir et permettre aux équipes qui ont l'expertise de réussir à sortir de l'ornière. Voilà. Absolument. Je pense que le mot-clé, c'est vraiment l'anticipation. Les gens qui ont anticipé ce genre de choses s'en sortiront beaucoup, beaucoup mieux que ceux qui vont attendre que le problème arrive. Ça, c'est vraiment ton conseil pour terminer cet échange. Anticiper. Absolument. Ça marche. Merci beaucoup, Michel, pour ce précieux témoignage. C'était un mix de réflexion, de conseils très, très avisés, très opérationnels, et puis d'un vrai maître Yoda du sujet. Donc, c'était très riche, très intéressant. Et puis, on reste connectés. À bientôt, Michel. Merci, Florence. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce retour d'expérience partagée vous a semblé utile et inspirant, n'hésitez pas à le partager sur votre fil LinkedIn, par exemple. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, vous avez des besoins en management de transition, eh bien l'équipe des associés XPM se tient prête pour vous accompagner. À bientôt!